Bonjour à tous, les négociations bruxelloises sont lancées ou relancées. On en parle avec Guy Van Engel. Bonjour. Bonjour. Donc ministre du budget du gouvernement sortant, tête de liste pour l'Open VLD, gagnant du côté francophone de ces élections et coformateur avec Loreton Collings de ce gouvernement. C'était une vraie crise ou c'était une crise que la mise entre parenthèses des négociations bruxelloises? C'était même pas une crise, mais c'était une mise au point. Une mise au point parce que de notre côté, nous estimions qu'il faut éviter, dans la législature qui vient, de faire du communautaire. Et donc, que ce soit du côté néerlandophone ou du côté francophone, il faut absolument éviter de faire du communautaire les 5 ans qui viennent. Et donc, comme il y avait quand même un parti qui a un programme communautaire assez précis. Donc les FDF? Oui, mais aussi peut-être un petit message du côté du CDNV qui parfois titille quand même aussi sur le communautaire. On s'est dit, on se met ensemble et préalablement à la mise en route de la formation, nous mettons les choses au point, ce que nous avons fait. Et donc nous savons maintenant que il n'y aura pas de communautaire, on ne va pas avoir de discussions communautaires au sein de la région. Nous avons des autres défis. Ouais, donc il y a 4 engagements qui ont été pris, on va y revenir. Mais allez, honnêtement, sur cette mise entre parenthèses, c'est vraiment Guy Van Engel, formateur des néerlandophones de Bruxelles, qui a fait stop, ou c'est la tête de l'Open VLD, le CDNV, qui vous ont passé un coup de fil? Non, il y a les deux qui ont joué. Il y a naturellement, je vais pas... Vous avez le sourire, hein, quand même. Mais oui, il y a un peu de tactique naturellement politique dans la formation de l'ensemble des gouvernements en Belgique qui a joué, mais il y a aussi, c'est tout à fait clair, dans mon chef personnel, la volonté d'éviter toute discussion communautaire et de se perdre là-dedans. Moi, je connais certains partenaires avec lesquels j'ai déjà travaillé et j'aime bien mettre des choses au point avant de commencer pour ne pas se perdre par après dans des discussions interminables. Alors, les choses au point. 4 engagements, on a dit. Donc, la sixième réforme de l'État qui sera mise en œuvre sans arrière-pensée. Donc, ça, c'était notamment s'assurer que les FDF joueraient le jeu. C'était ça l'idée. Oui, tout à fait. Les mécanismes de protection de la minorité néerlandophone à Bruxelles qui sont maintenus. Mais oui, là, voilà. Vous êtes rassurés. Ouais. Et pourquoi est-ce qu'il fallait, dans ces engagements, parler de Néo, de la zone du Canal et de la zone Josaphat? Mais il y a certains projets qui sont communs à la région et à certaines communes, où les uns ou les autres se trouvent dans la majorité ou dans l'opposition. Et donc, le fait qu'un nouveau partenaire entre dans le jeu ne doit pas mettre en péril ces projets qui dépassent une législature. Allez, je prends l'histoire du Stade national sur le parking C. Nous savons quelles sont les positions des uns et des autres, que ce soit à la ville de Bruxelles ou à la région. Ouais. Et donc, moi, des projets pareils, on ne va pas les mettre en péril pour un jeu de majorité et d'opposition. Donc, il faut être clair dès le début. Donc là, les 6 partis qui négocient sont d'accord avec l'implantation d'un stade national, même si pendant la campagne, ils ont dit exactement l'inverse. Maintenant, ceux qui veulent travailler ensemble savent que ça, c'est la ligne de conduite qu'on continue sur le projet tel qu'il a été préconisé dans la législature précédente. Parce que, allez, honnêtement, ce projet, même au sein de certains groupes de la majorité, je pense au CDH, on a entendu des expressions un peu dubitatives. Au niveau du FDF, on était plus que dubitatif, on était extrêmement critique. Sur l'idée de mettre ce stade en territoire flamand, en réalité. J'espère que nos Diables Rouges vont faire un tel tabac et un tel résultat au Brésil que personne ne mettra en cause et que tout ce dubitatif qui a eu lieu autour de ce stade tombera, parce qu'il nous faut absolument... Vous y croyez, mais il le faut. Nous sommes le centre de l'Europe, la capitale européenne. Et donc, en 2020, il va y avoir une compétition auquel nous ne pourrions pas adhérer parce que nous n'avons aucune infrastructure dans ce pays valable. Alors, et ce stade, il peut toujours se faire sans l'intervention financière des pouvoirs publics? De la région bruxelloise, de toute façon, oui, parce que ça aussi figure dans... Vous êtes sûr de ça? Tous les premiers éléments que nous avons nous permettent de dire que ça peut se faire d'une façon tout à fait privée et financée par le privé. Ouais. D'ailleurs, il y a un exemple Les pouvoirs publics feront quand même des accès, transports en commun, des accès routiers, des choses de ce genre-là. Toujours. On a les moyens de le faire à Bruxelles? Oui, tout à fait. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une communauté urbaine? C'est le 4e engagement qui a été pris. Très important, en particulier en matière de mobilité.
Donc nous savons très bien que nous avons un problème gigantesque de mobilité, mais il ne peut que s'arranger si on se met d'accord avec ceux qui gèrent la mobilité du côté flamand. Et même, donc la province du Brabant flamand et les communes aux alentours de Bruxelles. Et ça va même jusque dans le Brabant wallon, qu'il faut se mettre d'accord pour bien pouvoir gérer notre mobilité. Elle va fonctionner mobilité. cette communauté urbaine, parce qu'on a quand même dit au moment où elle a été annoncée dans le cadre de la 6e réforme de l'État que c'était une petite compensation pour les francophones, mais qu'on ne croyait pas beaucoup à ses chances d'existence réelle. Mon parti tient beaucoup aussi. Hein. Ouais. Ah oui. La NVA, pas beaucoup. Hein. Ça, je sais, oui. C'est pour ça que, d'ailleurs, la composition du gouvernement flamand me procure beaucoup de soucis aussi. On va y revenir dans un instant. Hein? Mais donc, non, nous y tenons beaucoup parce que nous sommes tout à fait convaincus qu'un bon fonctionnement de la région métropolitaine peut nous aider pour mieux gérer notre mobilité et pour mieux gérer nos problèmes d'emploi. Alors, les négociations ont commencé. Vous êtes coformateur avec Loreton Collings. On travaille tous ensemble maintenant, néerlandophone, francophone? Tout à fait. Les groupes de travail sont composés de 2 groupes linguistiques et l'ensemble du futur gouvernement se trouve autour de la table, francophone et néerlandophone. Et les gros chapitres les plus délicats, comme d'habitude, ce sera l'emploi, la mobilité et maintenant les allocations sociales à Bruxelles. Moi, je tiens quand même aussi à voir de quelle façon nous allons organiser nos contacts avec les communautés, parce qu'un des grands enjeux dans notre région aussi, c'est l'enseignement. C'est peut-être, à mon avis, c'est l'enjeu le principal. Ouais. Est-ce qu'on peut avancer vers une forme de régionalisation de l'enseignement, peut-être pas des contenus, mais au moins des bâtiments et d'un certain nombre de choses? Moi, je voudrais démarrer avec quelque chose de très précis et de très concret. C'est une école normale bilingue. Je l'ai proposé pendant la campagne. Et j'y tiens beaucoup et je voudrais pouvoir voir comment je peux mettre communauté néerlandophone, communauté francophone ensemble pour faire cette école normale bilingue. Et donc reconnue par les 2 communautés? Reconnue par les 2 communautés, où des jeunes sortant du secondaire du côté néerlandophone ou du côté francophone puissent y adhérer pour alors suivre un trajet pour devenir prof. Et pour en sortir avec la possibilité d'aller donner cours ou bien du côté néerlandophone ou bien du côté francophone, ou bien, quand le groupe est suffisamment large, de créer carrément une première école primaire bilingue. Ouais, et l'idée d'avoir un pouvoir organisateur régional? Ça me semble très compliqué, très compliqué dans le cadre institutionnel actuel, mais ça ne veut pas dire qu'en travaillant ensemble, on ne puisse pas faire cette école normale bilingue. Alors, on a territoriquement pour le 21 juillet? Oui. Vous aurez un gouvernement bruxellois à ce moment-là? Oui, nous allons tout faire pour que ça puisse nous réussir. D'ailleurs, nous avons un peu besoin de vacances aussi, après ce long mois de campagne. Et donc, on n'attendra pas ce qui se passe au fédéral? Non, nous sommes complètement indépendants. Nous sommes partis maintenant pour former un gouvernement. Le but final qu'on s'est fixé, c'est de le faire pour le 21 juillet. Comme d'habitude, c'est un peu la tradition en région bruxelloise. Et si on peut le faire plus rapidement que cela, tant mieux. Ouais. Vous êtes candidat pour rester ministre du budget? Vous avez envie de changer? Moi, j'aurais bien une fois envie de changer, mais je dois vous dire que beaucoup de mes collègues qui se trouvent autour de la table insistent pour que je fasse la même chose encore les 5 ans à venir. Et alors, vos collègues vont réussir à vous convaincre ou, fort de la victoire dans le camp flamand, puisque vous avez 5 députés, les autres n'en ont que 3 ou 2, vous pouvez leur dire non, moi je choisis ce que j'ai envie de faire? Il faut toujours créer une ambiance... Vous allez vous dévouer, si je comprends bien. Oui, voilà. Alors, je voudrais qu'on parle un instant du fédéral. L'OpenVLD a des contacts avec Bart De Wever, mais n'est pas violent dans le premier round de négociation. Ça peut changer ou pas? L'OpenVLD peut monter dans un gouvernement fédéral? On sait que vous n'êtes pas dans le gouvernement flamand. Mais nous sommes très fâchés du fait qu'on nous a évincés du côté néerlandophone. Et c'est Chris Peters, le CD&V, qui l'a fait d'une façon très claire et nette. Il l'a même dit dans les journaux. Nous ne voulons pas du VLD du côté flamand. Et donc, ce qui me dérange là-dedans, c'est que à la veille des élections, tous les partis confondus ont dit attention, après il faudra une certaine symétrie, il faut que tout ça travaille bien ensemble. Oui, on est dans un État fédéral, on a changé d'époque là-dessus. Oui, mais enfin, on était déjà dans un État fédéral avant les élections. Et malgré cela, sachant qu'il faut mettre en place cette 6e réforme de l'État, tout le monde disait il nous faut un peu plus de symétrie. Et qu'est-ce que je constate? Le soir des élections, c'est parti et on fait de l'asymétrie, mais alors à fond.
Le seul qui fait de la symétrie, c'est moi du côté néerlandophone à Bruxelles, où je prends les 3 partis traditionnels. Ouais. Hein? Et donc, moi, je crains que ça va encore compliquer notre vie, surtout sur la mise en place de la 6e réforme de l'État, de voir que le NVA et le CDNV du côté flamand, et la symétrie du côté francophone. Ouais. Mais s'il y a un gouvernement de droite ou de centre-droit au niveau fédéral, ce serait pas logique que l'Open VLD y soit? Oui, naturellement. Mais donc, à vrai dire, est-ce que ce sera du centre-droit? Moi, j'ai l'impression que dans l'état actuel des choses, on est un peu en train de revivre ce qui s'est passé en 2010, hein, mais dans l'état actuel des choses, on va avoir quoi? Un ministre-président flamand NVA. Et alors, M. Peters peut devenir Premier ministre, parce que ça, c'est le tableau dans lequel on joue. Et qui met tout ça en route? C'est l'ACV, c'est le MOC. Donc le syndicat chrétien néerlandophone. Oui, qui gérera les choses. Est-ce que ça va être une politique centre-droite? Je crains que non. Alors j'ai 1 minute pour vous poser les questions des internautes. Je vous en pose 2 dans la foulée. La première, vous pouvez les voir sur l'écran là. La première, Philippe Scoupen. Partagez-vous la même position que le FDF concernant le survol de Bruxelles? Et puis question subsidiaire de Bruxellard, c'est un pseudo, mais la question est intéressante. Guy Van Engel, arrêtera-t-il de faire obstruction à la perception des amendes sur les avions? Première chose, j'ai toujours été clair, moi je trouve que la situation de l'organisation des vols à partir... Donc le plan Watley, appelons ça comme ça. Oui, mais moi je trouve que la situation avant que Watley change en février les plans de vol était une bonne situation, qui ne nous posait pas trop de problèmes. Donc il faut revenir à cette situation-là. Moi je trouve que la meilleure des choses c'est de revenir à cette situation, la situation antérieure. Même si ça survole les verts. Vous n'avez pas le choix, vous allez me dire. Voilà. Okay. Hein. Deuxième chose, moi je ne fais pas de l'obstruction à la perception des amendes. Pas du tout. On a quand même souvent dit que les amendes n'étaient pas réellement perçues. Si. C'était un petit peu votre boulot, ça. Non, nous percevons les amendes, mais je dois suivre toutes les procédures. Et donc certaines compagnies, surtout étrangères, vont jouent la procédure jusqu'à la fin. Donc si le prochain ministre de l'Environnement fait établir par Bruxelles Environnement qu'il y a des dépassements de normes et qu'il veut faire des amendes, vous l'aiderez? Ce sera dans l'accord de gouvernement, ça? Mais même, ça se fait déjà maintenant. Les amendes qui sont dues sont payées, sauf pour certains qui se mettent à procéder... Il y a eu combien d'amendes de perçues? Pour des millions, hein. Pour des millions. Ah oui, tout à fait. Guy Van Engel, merci d'avoir été l'invité de l'interview. Dans un instant, c'est la météo avec Patrick Vermeer.